Bienvenue sur Kavi Média, sur le unique média de développement République de Guinée. Et dans cette émission, le scanner de Kavi Média, qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure. Merci de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Vous êtes sur Kavi TV, vous êtes forcément sur Facebook, à la radio, vous nous écoutez sur la 89.5. À la télé, vous nous regardez sur l'ensemble des bouquets Canal+. Vous êtes sur le numéro 410 également. Sur Star Times, vous êtes sur le 113. Merci de nous suivre via notre application mobile Kavi Média, disponible sur Play Store et App Store. Au menu de ce matin, la presse guinéenne à l'école du savoir, comment lutter contre la désinformation, les discours de haine et l'incitation à la violence, de la mise en place de mécanismes de régulation efficaces à la prévention des dérives médiatiques en passant par la lutte contre les discours haineux. Plusieurs acteurs du paysage médiatique s'impliquent dans cette dynamique. La haute autorité de la communication HAC, les associations de presse et leurs partenaires, notamment le Fonds pour la consolidation de la paix, le PNUD, l'UNICEF et l'Organisation des Nations Unies ou le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ont initié des sessions d'échange et de renforcement de capacité à l'intention des responsables de médias et des commissaires de la HAC. Objectif, mieux cerner les rôles et responsabilités dans la lutte contre les discours de haine et les incitations à la violence. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui à la promotion et à la protection des droits de l'homme pour la consolidation de la paix en Guinée, financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Et pour en débattre aujourd'hui, nous recevons ce matin une panoplie d'invités, parmi lesquels des commissaires de la HAC, le président de l'URTELGUI, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, ainsi que plusieurs participants à ces sessions de formation. Voilà le menu. Bienvenue à tous dans le scanner. Merci de nous rejoindre sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Nous parlons d'un thème très important dans le contexte actuel, comment lutter contre la désinformation, les discours de haine et l'incitation à la violence. Je le rappelais tantôt, la HAC, les associations de presse et leurs partenaires, le PNUD, l'UNICEF, l'ONU, Droits de l'homme et le Fonds pour la consolidation de la paix mènent des actions ensemble, une série de formations pour renforcer les capacités des acteurs des médias. Objectif, promouvoir un journalisme responsable et contribuer à la paix en Guinée. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui sur ce plateau des commissaires de la HAC, Elhadj Fodé Bouya Fofana, commissaire à la HAC. Bonjour Elhadj, bienvenue. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Une fois de plus, merci. À ses côtés, M. Aboubacar Kamara, il est président de l'URTELGUI. L'URTELGUI, c'est l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Bonjour M. Kamara, bienvenue. Bonjour M. Abdallah. Également, de l'autre côté, nous avons un autre commissaire de la HAC, Amadou Touré. Bonjour, bienvenue. Bonjour. À ses côtés, Mamada Massila, journaliste participante à ces échanges qui se sont tenus ici à Conakry. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Merci d'être sur ce plateau. On commence par cette première question. Je commence par vous, Elhadj Bouya Fofana. Aujourd'hui, avec le contexte actuel, je le rappelais, quelle est, selon vous, l'ampleur du phénomène de désinformation et de discours de haine dans les médias guinéens, ce qui peut-être a conduit la HAC, l'URTELGUI et les autres associations de presse associées aux partenaires financiers, techniques et financiers pour organiser ces sessions d'échange? Disons que, vu l'évolution technologique en matière d'information et de communication, l'ampleur est remarquable, pratiquement dans tous les organes, que ce soit la radio, que ce soit la télé, la presse en ligne de façon générale, et les réseaux sociaux surtout. Donc, cette ampleur, nous voulons l'endiguer non seulement, l'atténuer non seulement, mais prévenir quand nous savons que nous sommes face à des échelons, à des périodes qui nous semblent sensibles ou qui sont sensibles. Donc, il faut préparer les esprits, il faut sensibiliser, il faut amener les gens à comprendre le danger
de la tenue de la parole verbale, du discours de haine et de la violence, naturellement. Et comme les journalistes sont les vecteurs, en même temps, c'est la croix de transmission, c'est le pont entre pratiquement tous les axes des activités des citoyens, des décideurs, des responsables, des populations. Nous avons pensé initier donc cette session de formation en collaboration avec les associations de presse, avec le système des Nations Unies, pour prendre l'avance sur les périodes qui nous attendent et qui nous semblent un peu sérieuses pour ne pas prendre pour ne pas prendre des dispositions et pour éviter les pièges ou les surprises à venir dans ce cadre-là. Période importante et très cruciale pour l'avenir de la Guinée. Monsieur le Président de l'URTELGUI, vous avez organisé lors des référendums en collaboration effectivement avec la RAC une synergie des médias. Aujourd'hui, avec cette période qui s'annonce, on parle de la présidentielle en République de Guinée. Comment les médias peuvent-ils alors concilier, nous avons écouté Elhadji Bouya, liberté d'expression et responsabilité sociale, puisque ce sont les vrais enjeux? Merci beaucoup, monsieur Abdallah. Vous savez, à l'approche de chaque scrutin, généralement dans les pays en voie de développement, notamment en Afrique, nous assistons à ce qu'on appelle une prolifération des tensions. Donc, il est très important qu'à l'approche de ces périodes, que les hommes de médias que nous soyons davantage outillés sur l'ensemble des contours, mais aussi les pourtours de l'exercice de notre métier. Comme le rappelait tout à l'heure le doyen, nous sommes en quelque sorte, si vous voulez, les baromètres de la société. Nous osons ce qui se passe dans la cité, donc il est de notre responsabilité que nous soyons d'ailleurs en toute conscience épris des valeurs républicaines qui peuvent justement permettre à ce que, en tant que médias, nous puissions dignement faire notre travail de journaliste, d'information, de sensibilisation, mais aussi d'éducation. Je pense que c'est en su de toutes ces réalités que la RAC, avec le système des Nations Unies, y compris les associations que nous sommes, nous avons effectivement vu la nécessité de faire une espèce d'éveil, parce que c'était 2 journées d'échange pour justement faire une espèce de rappel pour les journalistes. On sait qu'ils savent déjà toutes ces informations, mais comme je le disais, une période sensible comme la période électorale, il est important que justement nous puissions revenir sur l'ensemble de ces instruments qui entourent la pratique de notre métier et savoir que pendant ces périodes exclusivement, il est très important que les journalistes soient vraiment conscients de sa responsabilité sociale, mais aussi de sa responsabilité sociétale, de faire en sorte que justement nous puissions dépasser cette période sensible et que l'information qui est aujourd'hui la denrée la plus partagée dans le monde entier, l'information que les citoyens réclament, que cette information, effectivement, qui est un droit pour ces citoyens, un devoir pour un journaliste d'informer, puisse être acheminée à bon port, mais que dans ce travail, nous puissions justement respecter tous les éléments qui entrent en ligne de compte pouvant permettre de maintenir la quiétude sociale, la paix sociale. Une autre question peut-être pour vous deux, responsables, commissaire à la RAC, président de l'URTELGUI. Quelles sont à votre avis les principales causes de la propagation et de la désinformation, mais aussi de la mésinformation plus loin des discours de haine en République de Guinée? Je commence par vous, Elhadji Bouya. Oui, les causes généralement sont difficilement saisissables parce que elles viennent de différents horizons. Nous ne recevons en réalité que les éclats. C'est quand il y a éclat que nous réagissons. Et c'est pourquoi nous faisons maintenant de la prévention. Donc, ces causes sont multiples. Nous savons que M. Camara parlait tout de suite des échéances électorales que nous avons devant nous.
Et ces périodes dites sensibles sont des périodes aussi de tumulte, de convulsion, de velléités multiples. Donc, pour les intérêts liés au pouvoir, pour les intérêts liés au poste, pour les intérêts liés à l'appartenance, pour avoir son gain. Donc les causes sont multiples. Nous voyons que difficilement, en ces moments-là, si nous ne prenons pas les dispositions, il nous sera très très difficile de cadrer, d'amener les sources qui sont généralement à l'origine de ces causes-là, notamment les politiques, la société civile, le Guinéen lambda en réalité, parce que nous parlons de la violence, nous parlons des discours de haine, nous parlons de la désinformation, de la mésinformation. Tout cela tourne autour des intérêts. Ça peut être des intérêts économiques, des intérêts politiques, des intérêts culturels. Dans ce sens-là, nous pensons qu'il est mieux de prendre l'avance sur ces cas éventuels qui peuvent arriver, parce que de temps à autre, peut-être à des degrés divers, nous constatons à travers les émissions, nous constatons à travers les discours, nous constatons à travers les efforts que les uns, comme les journalistes, les autres, comme certains hommes politiques, tentent deux fois d'éviter ces paroles verbales, ces discours de haine. Donc, les causes sont multiples en réalité, très difficiles à saisir, sans être dans le milieu, sans vivre en fait l'ambiance qui entoure ces intérêts. Mais nous sommes persuadés que lorsque nous sommes devant des situations difficiles à maîtriser, il faut prendre des mesures, il faut s'imposer, et dans ce sens-là, c'est le réflexe, dans notre cas précis, le réflexe journalistique qui peut sauver. Les outils journalistiques que nous possédons qui peuvent sauver la situation. Et nous pensons qu'avec toutes les dispositions que nous prenons, parce qu'il faut savoir que cette session qui se tient ou qui s'est tenue à Conakry va se reprendre à Kindia et puis à Kankan. Dans le détail, Kindia va regrouper les journalistes de la basse Guinée et de la moyenne Guinée. Kankan va regrouper la haute Guinée et la Guinée forestière. Je pense que l'étendard est élargi et nous pensons comme ça reprendre le signe de la connaissance, comme ce camarade l'a dit aussi, le signe du rappel du devoir et du droit, pour que nous évitions à tout prix ces cas malheureux qui peuvent arriver. Éviter ces cas malheureux. La même question pour vous, M. Camara. Oui, effectivement. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que le doyen Buya Fofana a dit. Je suis tout à fait aligné. Et en plus de cela, il faut dire que, comme il a effectivement dit, les causes sont énormes. Mais aussi, elles sont insondables. Mais nous avons un élément probant qui est là, c'est qu'un élément factuel. Le réel, c'est le journaliste. Le journaliste qui n'est pas un citoyen lambda, donc qui a l'obligation et qui a des outils, comme il a dit, je reprends ce terme, les outils, qui a des outils nécessaires, justement, pouvant lui permettre, à ces moments de tumulte, à ces moments d'agitation, lui, en tant que journaliste, est pris de plusieurs valeurs, notamment la valeur sociétale, celle qu'il impose de coûte que coûte faire en sorte que la paix et la quiétude sociale règnent. Donc, entouré de ces outils, il a donc l'obligation de se servir
de l'ensemble de ces réalités afin justement de permettre à ce que le débat soit plus ou moins assaini. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à l'approche de ces échéances électorales, nous organisons ces différentes sessions de rappel à l'attention de ces journalistes pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse se remettre en cause et savoir que le travail, le rendez-vous vers lequel nous sommes en train de partir, c'est un rendez-vous national. Il est de ma responsabilité de faire en sorte que justement, je ne sois pas une croix de transmission ou un pont par lequel justement la désinformation, la haine ou tous ces travers peuvent passer pour atteindre justement négativement les populations dont j'ai la lourde responsabilité d'informer de la manière la plus équilibrée, mais aussi de sensibiliser et à la longue même, pourquoi pas, d'éduquer. Donc, c'est pour dire que nous n'avons pas la possibilité aujourd'hui de juguler l'ensemble des provenances, les causes justement de ces désinformations, mais aussi de ces propos haineux. Mais en tant que journaliste, justement, devant le micro ou devant sa plume, nous avons la possibilité, effectivement, en se servant des outils qui entourent l'exercice de notre métier, de faire en sorte que justement ces propos ne puissent pas impacter. Est-ce qu'aujourd'hui, en faisant cela, vous êtes en train de sensibiliser les professionnels de médias? Oui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et il faut, sur le perron de l'histoire, on retiendra qu'effectivement, parce que ça n'a pas commencé par nous, et ça a toujours été le cas, nous avons l'obligation de faire en sorte que la paix règne dans notre pays. Voilà. Donc, en cela, le journalisme ou autres réalités viennent après. Voilà. Donc, d'abord, se reconnaître guinéen et savoir que tout ce que nous faisons, c'est pour permettre à ce que ce pays évolue. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs nous invitons les uns et les autres, les journalistes notamment, à aller vers un journalisme de développement. Nous avons compris aujourd'hui, vous avez vu le monde entier, il y a des tumultes, des problèmes un peu partout. Donc, il est important pour nous, en tant que Guinéens, de vraiment se recentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de trouver les voies et moyens, en passant notamment par notre métier également, pour faire en sorte que tous soient alignés vers les idéaux de développement et que les propos haineux puissent être jugulés hors de nos rédactions. Donc, c'est en cela nous appelons les journalistes, leur responsabilité, pour que, justement, nous puissions pleinement jouer notre rôle. Pleinement jouer le rôle. Aujourd'hui, Hélas Bouya, est-ce qu'il faudrait renforcer cette triologie, c'est-à-dire la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, même dans les rédactions? Nous en avons parlé, parce qu'en réalité, nous insistons sur ce rappel. C'est un rappel. Nous supposons qu'il y a eu beaucoup de sessions de formation pour les journalistes. Il faut remoumener peut-être les thèmes, les modules, et c'est ce que nous avons fait. Nous avons parlé de la priorité d'information qui est pour le journaliste, mais il faut que le journaliste sache en même temps que tout ce qu'il traite comme sujet a trait à l'être humain. Forcément, obligatoirement, il est au centre de tous les intérêts. Une fois de plus, intérêts économiques, politiques, culturels et social. Nous avons parlé donc de cette trilogie-là, la collecte, le traitement, la diffusion, et donner naturellement toutes les caractéristiques possibles de ces trois phases sur lesquelles repose d'ailleurs le journalisme. Nous avons également parlé de ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire les journalistes, ce que peuvent faire les journalistes en bien comme en mal, parce qu'il faut retenir cela. C'est pourquoi il faut rappeler justement les devoirs et les droits. Ouais. Donc, dans ce sens-là, nous pouvons être aussi à l'origine des discours de haine. Donc, il faut prendre des dispositions à notre propre niveau, dans notre propre salon, dans nos rédactions. Ouais. Et c'est dans ce sens-là que nous avons tenu à marquer ce que le journaliste fait comme bien, ce que le journaliste fait comme mal. Informer, c'est bien, mais intoxiquer, c'est mal. C'est un exemple que je donne. Nous avons finalement envisagé, parce qu'on parle de violence, on parle de discours de haine, de cette lutte que nous devons mener.
mais elle doit passer obligatoirement par les journalistes. Donc il faut encore une fois de plus fortifier la connaissance des journalistes, leurs compétences, et il faut qu'ils soient aguerris à peut-être dissuader, sensibiliser, éduquer, comme vous voulez, ceux-là qui s'avancent sur ces terrains-là. Nous avons donc donné les moyens de lutte, et ces moyens de lutte-là ne sont nullement ailleurs. Oui. Et ils sont dans les mécanismes journalistiques, dans le professionnalisme. Nous avons dit par exemple que nos moyens de lutte, c'est quoi? Il faut connaître les lois. Oui. Nos lois, d'abord, qui régissent l'information et la communication en République de Guinée. Nous avons parlé du fact-checking. Oui. Nous avons parlé de l'éthique et de la déontologie. Nous avons parlé du traitement de l'information. Et puis, nous avons parlé de la responsabilité sociale du journaliste. Oui. Donc, pratiquement, nous ne sommes pas partis ailleurs. Nous avons tous les outils, en fait, pour obstruer le passage à ces discours de haine, à la violence verbale. Et nous disons que, après cette session de formation, certainement, en tout cas au niveau des journalistes, parce que la sensibilisation sera faite de manière systématique et pratique. Nous pensons que l'apaisement sera obtenu, la cohésion sociale sera obtenue, la stabilité sera obtenue dans les échéances que nous estimons les plus chaudes, les plus mouvementées, comme l'échéance qui est devant nous, c'est-à-dire l'élection présidentielle de décembre, le 28 décembre 2025. Voilà. Il faut le dire, hein, peut-être dernière question avant de vous laisser partir, parce que vous avez un calendrier un peu chargé, M. Camara. Et lors du forum pour l'avenir de la presse en Guinée organisé par la RAC, vous y étiez dans les recommandations. On a annoncé ce tribunal des pairs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ce tribunal des pairs, après la mise en place, pourra quand même dissuader ces professionnels de l'information ou ces journalistes qui se permettraient de faire ces dérives ou d'aller vers ces dérives? C'est l'objectif, d'ailleurs, qui se trouve derrière la mise en place de l'OGAP, qui est l'organe d'autorégulation de la presse. D'ailleurs, je profite du micro pour encore remercier la RAC pour, si vous voulez, la bonne impression d'abord qu'elle a donnée, mais aussi l'engagement qui a été pris par la RAC, justement, d'accompagner la mise en place, tout ce qui s'entoure comme un frais par rapport à la mise en place de l'OGAP. Et mieux que ça, la RAC a donné son engagement. Vous savez quand même, la RAC, c'est une institution républicaine, donc qui est régie par une loi organique, d'où par conséquent elle a des moyens de coercition vis-à-vis justement des pratiques qui sont peu catholiques par rapport à l'exercice du métier de journaliste. Donc si la RAC a accepté par exemple de laisser une partie de ses prérogatives en acceptant par exemple un organe d'autorégulation de la presse exclusivement entre les associations et les médias, pour qu'en amont le travail puisse être fait, un travail qui va permettre de disséquer, si vous voulez, l'ensemble de ce qui aura été posé comme travail journalistique sur le terrain. Je pense que c'est un salut pour nous qu'il faut reconnaître à l'endroit de la haute autorité de la communication. Donc pour répondre à votre question, effectivement, c'est l'idée derrière la mise en place de l'OGAP pour que les pairs, voilà, parce que vous savez, il n'y a pas une sanction plus dramatique pour un journaliste que humiliante, voilà, faut le dire. Humiliante. Oui. On n'a pas de qualificatif même que le jugement rendu par ses pairs, c'est-à-dire ceux qui pratiquent ce métier peut-être mieux que toi, ou qui ont d'ailleurs pratiqué ce métier avant toi. Donc le jugement de ces derniers vis-à-vis de ta prestance sur l'échiquier médiatique, je pense que c'est la plus lourde sanction qu'un journaliste puisse imaginer dans sa carrière de journaliste. Donc l'OGAP, bien sûr, tout est déjà fini. On attendait simplement de conclure la mise en place
de la convention collective avant de passer à une cérémonie officielle où d'ailleurs la RAC, comme je le disais, déjà a donné l'engagement déjà et on a commencé à matérialiser cet engagement de la RAC par rapport à la mise en place de l'OGAP. Donc c'est juste une question de date concernant la convention collective qui se trouve être justement du côté du ministère de la fonction publique, mais aussi côté des associations, parce que vous savez, avec l'unicité du patronat guinéen impulsé par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, aujourd'hui la Guinée a désormais un seul patronat, donc il est impératif pour toutes les organisations qui souhaiteraient justement avoir une convention collective, d'abord de mettre en place un conseil d'administration qui doit impérativement s'associer, si vous voulez, s'affilier à ce patronat guinéen unifié, oui. Parce que ça permet d'avoir beaucoup plus de répondants, beaucoup plus de vigueur, si vous voulez, dans la démarche collective. Donc c'est ce travail qui est en train d'être fait par les associations et je crois que dans les prochains mois, ou des prochains jours, effectivement, on pourrait assister à la signature de la convention collective et par ricochet, la signature de la convention établissant l'organisation LOGAP en République de Guinée. Donc très prochainement, l'OGAP en République de Guinée. Merci M. Camara d'être passé dans cette émission. Le plaisir était pour moi. Je vais donc garder Elhadj Bouya Fofana pour la suite et également me tourner vers Amadou Touré et quelques représentants participants à ces sessions d'échange avec ces derniers. Nous allons, pourquoi pas, parler de régulation et prévention des dérives médiatiques. Mais avant, une courte pause. Merci de nous rejoindre dans la deuxième et dernière partie de cette émission, le scanner. Merci d'être des nôtres. Si vous nous pratiquez à la radio, vous nous regardez à la télé, merci de votre fidélité. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, sur notre application mobile, Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store. Je vous l'annonçais tantôt, dans un monde où l'information circule à grande vitesse, la frontière entre liberté d'expression et dérive médiatique devient de plus en plus fine. Face à la course à l'audience et l'influence des réseaux sociaux, les médias sont aujourd'hui confrontés à un énorme défi. Défi, celui de préserver l'éthique et la responsabilité dans le traitement de l'information. Face à ce constat, la régulation apparaît comme un impératif. Oui, un impératif, mais comment encadrer sans censurer? Comment prévenir les excès tout en garantissant la liberté de la presse, pilier de toute démocratie? Sur ce plateau, deux commissaires de la RAC, Haute Autorité de la Communication, Elhadj Bouya Fofana, qui était déjà avec nous, et Amadou, j'y arrive. Amadou Touré, il est aussi commissaire à la RAC. Rebonjour. On va tout à l'heure parler de ce sujet très important. Mais avant, un autre invité nous rejoint sur ce plateau, Aboubacar Condé. Il est journaliste. Bonjour, bienvenue. Bonjour Abdallah et bonjour aux téléspectateurs. Je me tourne vers vous, avant de revenir vers Elhadj Bouya, M. Touré. Comment la RAC évalue-t-elle aujourd'hui l'efficacité de ces mécanismes de régulation, puisqu'on parle de dérive médiatique? Oui, merci de l'opportunité que vous nous accordez. Il faut dire que les dérives médiatiques, ce n'est pas seulement en Guinée, c'est un peu partout. Vous venez juste de parler de l'Internet, des plateformes numériques, qui sont devenues en quelque sorte un véhicule pour le transport de tout ce qui est les actes d'incitation à la violence, un véhicule pour les discours haineux, la discrimination, la stigmatisation. Donc, il faut également comprendre que les médias traditionnels que nous connaissons, c'est-à-dire radio, télé, presse en ligne, les journaux, sont quelquefois bousculés par ces plateformes numériques. On ne dit pas qu'on ne retrouve pas des travers, les dérives ou bien les dérapages sur les médias traditionnels. Mais en grande partie aujourd'hui, un vecteur essentiel, ce sont vraiment les plateformes
numérique. Et face à cet environnement-là, il faut que le régulateur soit outillé. Il faut que le régulateur ait des approches, vraiment, d'un certain nombre de mécanismes pour pouvoir faire une régulation efficace qui puisse sauver la paix dans nos sociétés. C'est extrêmement important. Au cours de ces 2 jours d'échange que nous avons eus à Conakry, nous avons dans notre réflexion, par exemple, trouvé qu'il est nécessaire que face aux dérives là, que l'instance de régulation applique la loi. Parce que le fondement de toute régulation, ce sont les lois. Les lois sont à la base de la régulation. Le régulateur, quand il prend une décision, il s'appuie forcément sur les lois. Et en Guinée, il y a 2 lois qui sont la base de toute décision de la haute autorité de la communication. Il s'agit de la L002 qui porte sur la liberté de la presse et la L0010 qui parle du fonctionnement des attributions de la composition de la haute autorité de la communication. Donc c'est ce qu'on a partagé. Parce que si l'instance de régulation des médias se tait face au dérapage médiatique, si l'instance de régulation fait semblant de voir qu'il y a des dérapages, ça va être très très dommageable pour la société en général. C'est pourquoi l'instance de régulation doit appliquer la loi. C'est extrêmement important. Face aux dérives médiatiques que nous pouvons constater, il faut que l'instance de régulation applique la loi. Et les dérives peuvent être de 2 ordres. Il y a des dérives qui touchent directement les individus. Il y a d'autres dérapages qui peuvent atteindre directement la société. Donc, nous, à la HAC, les dérives qui peuvent troubler l'ordre public, qui peuvent inciter à la violence, là, nous n'attendons pas la plainte de quelqu'un. Nous nous autosaisissons et nous sanctionnons s'il faut. Ça, il ne faut pas, il faut quand même le signaler. La loi dit que lorsque vous êtes... Vous constatez, vous interpellez avant de sanctionner. Exactement, c'est ce qu'on fait. Parce que si un média, par exemple une radio, une télé, qui a ses cahiers de charges, il connaît le contenu des cahiers de charges, il connaît le contenu des lois, les lois dont je viens de parler. Si ce média laisse un de ses journalistes aller dans ses travers, et ces dérapages-là qui peuvent troubler l'ordre public, qui peuvent mettre les communautés les unes contre les autres, il faut que cet exercice qui n'est pas normal de la liberté de la presse soit arrêté par la loi, par l'exigence de la loi. C'est extrêmement important. Nous l'avons discuté avec les journalistes, la cinquantaine de journalistes que nous avons eus ces 2 jours-là. Mais il y a un constat malheureux que nous avons fait au niveau de cette session d'échange avec les journalistes de Conakry. Nous avons malheureusement compris que beaucoup n'ont pas lu intégralement ces lois-là. Oui, notamment la loi sur la liberté de la presse L0010, d'abord promulguée en 2010. Hein, si oui, oui. Et également, on a une autre loi promulguée en 2020. Exactement. Bien. Nous avons posé une question devant tout le monde pour comprendre est-ce que les gens connaissent l'existence de ces lois, est-ce que les journalistes ont lu une fois ou bien ils ont lu
entièrement ces lois-là. Et malheureusement, nous avons compris que beaucoup ne savent pas. Donc, nous avons là, ça nous amène à penser quoi? C'est-à-dire les rejets, les critiques des décisions de la HAC proviennent de là, proviennent de la méconnaissance des lois qui régissent le secteur de la communication en Guinée. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous engagez à partager ce dossier, je dis ce dossier, cette loi avec les professionnels de l'information pour que ces responsables de médias, ces journalistes puissent au moins maîtriser la loi ou les lois qui encadrent l'exercice du métier en République de Guinée? Merci, mais avant de commencer, déjà à répondre à ces questions-là, il faut qu'on se pose la question qui est journaliste aujourd'hui. C'est extrêmement important parce que moi, je ne peux pas comprendre, imaginer que vous exercez un métier et vous ne connaissez même pas les lois qui régissent ce secteur-là. Constat malheureux. En fait, j'ai du mal à imaginer. Et lorsque vous exercez un métier, au moins, chez les avocats, ils connaissent. Et les médecins, le serment d'Hippocrate. Nous aussi, nous sommes régis par un code d'éthique, de déontologie, par les lois. Il faut, en fait, nul ne devrait vous dire de comprendre ces lois-là. C'est comme quand vous cherchez à bien écrire. La Fatiha pour un bon musulman? Exactement. C'est ça. Quand vous voulez être une bonne présentatrice, vous savez ce que vous devez faire. Donc, je pense que c'est en première position, c'est de la responsabilité même du journaliste à comprendre le contenu de ces lois-là. Mais il y a, en ce qui concerne la vulgarisation, par exemple, on a dit que la loi a la responsabilité de vulgariser. Non, ce qu'on doit dire, la L002, elle existe depuis 2010. 2010-2025, ça fait combien d'années? 5 ans. 15 ans. Et la dernière loi, celle-ci même a été révisée. Il y avait une autre loi, mais c'est qui a été révisée en 2020. Donc, ça veut dire que ces lois-là existent depuis au moins 10 ans. Vous pratiquez votre métier depuis 10 ans et vous ne connaissez pas le contenu de ces lois. À qui la faute? Bien sûr, nous, en tant qu'autorité de la communication, les commissaires, à chaque occasion, nous ne manquons pas d'expliquer les contours de cette loi-là. C'est comme aujourd'hui, nous l'avons fait en parlant des discours de haine. Lorsqu'on dit, par exemple, il faut connaître la loi, nous avons sorti l'article 103 de la loi sur la liberté de la presse, qui parle de discours de haine. Qui autorise ou qui pourrait autoriser à la HAC de fermer les médias. Non, les autorités judiciaires, si jamais vous, dans votre médium, vous, par vos propos, vous provoquez par exemple, ou bien vous dites par exemple des propos qui sont similaires, ou bien qui sont des propos qu'on peut considérer comme des discours haineux, ou bien qui peuvent provoquer des troubles à l'ordre public, par exemple, les autorités judiciaires, quand vous faites face aux autorités judiciaires, il y a des amendes à payer qui vont jusqu'à 20 millions. Et la loi dit... Comprise entre 10 millions et 20 millions. Et la loi dit que votre médium même peut être fermé. Il faut que les journalistes le savent. C'est extrêmement important. Donc, des mécanismes de régulation efficaces, il y a également de la notoriété du régulateur. Il faut que le régulateur soit connu, même du citoyen lambda, mais également fasse preuve vraiment d'exemplarité. C'est extrêmement important et nous aujourd'hui à la haute autorité de la communication, et les plaintes viennent de partout.
quelquefois, les plaintes proviennent des journalistes contre des journalistes. Et nous essayons de régler là-bas. Cela veut dire que à cette notoriété, la HAC l'a aujourd'hui. Il y a autre... Bien. Avant de continuer, je vais me tourner vers Elhadj Fodebouya Fofana pour poser peut-être la même question. Aujourd'hui, Elhadj, est-ce que vous pensez que la HAC dispose du mécanisme ou des moyens suffisants pour que son mécanisme de régulation soit plus efficace? Plus loin, est-ce qu'aujourd'hui, la HAC a suffisamment de moyens pour encadrer la production sur les réseaux sociaux, production médiatique? Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux restent quand même un enjeu majeur dans le monde médiatique. La première question, pour la régulation, je peux affirmer et confirmer que l'institution a pratiquement l'arsenal professionnel et juridique pour faire la meilleure régulation. Parce qu'à ce niveau, il faut prendre d'abord le côté professionnel. Heureusement, notre profession est codifiée. C'est dans l'exercice du métier que les dérapages sont constatés. Notre profession est codifiée, ça repose sur des valeurs sociales, des valeurs morales, des valeurs qui ont trait aux coutumes, aux rites, aux us. Nous devons en tenir compte. Et cela est enseigné. De l'autre côté, nous avons aussi cette déontologie qui est un ensemble de règles et de principes sur lesquels repose l'exercice du métier. Nous avons des devoirs, mais aussi nous avons des droits. Il faut savoir faire la différence entre ces deux catégories de possession. Ça, c'est d'ordre professionnel. Et je dis que pour être journaliste, il faut passer par là. Au-delà de ces catégories-là, il y a la catégorie responsabilité sociale du journaliste. La responsabilité. Il faut en posséder les caractéristiques. Nous disons qu'il faut avoir conscience de sa place, de son rôle. Il faut avoir conscience de sa responsabilité. Il faut avoir la compétence. Il faut avoir le réflexe public. Parce que qu'on soit du privé ou du public, on travaille pour le même public. C'est pour les Guinéens, c'est pour les populations guinéennes, c'est pour les citoyens guinéens. Il faut maîtriser la langue de travail. Nous disons, la langue de travail, c'est quoi? Chez nous, c'est le français. Mais aussi nos langues nationales. Aujourd'hui, il y a une ascension, il y a une progression des langues nationales dans nos médias. Et ces langues nationales, dans le cadre de l'usage pratique et direct, sont plus indiquées pour nos citoyens et nos populations, parce qu'il n'y a pas de filtre, ça passe direct, c'est dans les oreilles. Donc il faut posséder tout cet arsenal d'outils professionnels, techniques. Il faut connaître les lois. Amadou l'a dit, il faut connaître nos lois. Nous avons actuellement 2 lois, la 002 sur la liberté de la presse et puis la L10 sur la haute autorité de la communication. Mais au-delà de ces outils professionnels, nous disons que le cadre juridique vient appuyer parce que la HAC fonctionne sur des lois qui ont été élaborées, adoptées, promulguées. Ces lois-là proviennent de la législation. Je pense qu'en fonction de tout cet arsenal que nous avons toutes les armes en réalité pour réguler. Sans compter naturellement que nous avons aussi des échanges
des échanges régionaux, des discussions entre les membres des institutions homologues à travers la sous-région. Il y a des exemples pratiques parce que nous n'avons pas les mêmes réalités. Il y a des cas de figure qui se présentent, nous n'avons pas les mêmes réalités. Nous tirons les leçons après ces rencontres-là. Et s'il y a des cas de figure qui se présentent, ben, nous profitons de ces occasions-là pour traiter ces situations pareilles. Donc, dans ce cadre-là, nous pensons que l'institution que nous gérons actuellement est une institution qui repose réellement sur des outils qui permettent à l'ensemble des commissaires, à l'ensemble des commissaires, pas seulement ceux qui sont venus du métier de journalisme, mais à l'ensemble des commissaires, de réguler toutes les situations qui peuvent se présenter au niveau des dérives, au niveau des dérapages médiatiques. Vous avez parlé des réseaux sociaux. C'est vrai, dans la loi actuelle, il n'est pas expressément indiqué que l'institution gère les réseaux sociaux. Mais je suis convaincu, nous sommes en transition, et si vous avez remarqué, ça ne paraît pas bizarre, mais il faut se poser la question, toutes les modifications, tous les changements intervenus au niveau des médias, les grandes décisions ont résulté de cette transition-là. Donc aujourd'hui, nous sommes en transition. Il y a le CNT donc, qui travaille sur ces lois organiques, qui a déjà pensé à une commission désormais qui va réguler, qui va prendre la place de la haute autorité de la communication. Et certainement à travers la révision ou l'élaboration de la nouvelle loi, ces réseaux sociaux seront intégrés dans la régulation de l'institution. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de péril en la demeure. Mais nous pouvons penser que l'avenir de la régulation sera renforcé après cette transition également. Les réseaux sociaux, un couteau à double tranchant, puisque même dans la L002, il y a quand même des articles qui ne sont pas forcément explicites quant au métier, l'exercice du métier de journaliste. Donc sur les réseaux sociaux, le journaliste pourrait quand même faire ou se heurter à des infractions ou être livré carrément à la justice s'il ne respecte pas les limites fixées par la loi. Elhadj a dit, nous organisons au niveau des régions ce qu'on appelle le monitoring de proximité. C'est-à-dire c'est une façon de maintenir un dialogue avec les professionnels de la communication. C'est extrêmement important. Et au cours des échanges que nous avons, par exemple, à Zérékouré, Kankan, Kindia, Mamou, etc., et nous discutons de la présence des journalistes sur ces plateformes numériques-là. Pour le moment, qu'est-ce que nous conseillons? C'est-à-dire que lorsque vous venez sur Facebook, vous venez sur X, Twitter et tout, et que vous y commettez un délit, pour le moment, on vous prend comme journaliste. Pour la grande majorité. Parce que vous avez un compte privé, on vous prend comme un citoyen ordinaire. Un citoyen ordinaire. Et vous ne pouvez pas dire là-bas que les délits que vous allez causer là-bas sont dépénalisés. Non, parce que vous n'êtes pas dans un média traditionnel que la loi reconnaît. Ce qui est quand même différent de la Côte d'Ivoire. Hein, non, là, également, en fait, c'est ce que Elhadj était en train de vous dire. Oui. Les lois évoluent. En Côte d'Ivoire, c'était le cas avant comme ici, mais au cours de l'évolution, ça a un peu changé. Maintenant, nous avons appris, par exemple, ça s'est passé au niveau de l'Assemblée. Si vous avez 25 000 followers sur Facebook, vous êtes considéré comme un média. Et si vous commettez une infraction, là, on vous frappe comme un média. Vous êtes sanctionné comme un média. Je pense que nous arrivons vers là. Les périodes de transition, comme l'a dit Elhadj, sont propices pour réviser
ces lois-là. Et déjà, si vous allez dans la nouvelle constitution, par exemple, l'institution de régulation a dans ses prérogatives déjà la régulation des réseaux sociaux. Donc c'est une évolution. Les gens sont pressés, c'est comme le cas des Web TV et autres. Dans la loi actuelle, ce n'est pas explicite. Mais c'est sûrement avec la révision des lois que nous constatons qu'aujourd'hui, tout ceci, exactement, tout ceci sera pris en compte. Mais il y a un aspect que je voulais également toucher dans les mécanismes de régulation efficaces. À la sortie du forum en mai, forum sur l'avenir de la presse que l'ARAC a bien voulu organiser, il y a une résolution importante. C'est la mise en place de l'organe d'autorégulation des médias. Oui, que M. Camara en parlait tout à l'heure avant de quitter. Exactement. La HAC a encouragé ce processus-là. Même un appui financier, la HAC l'a consenti. L'organisation des travaux, des commissions, ça s'est passé à la HAC. C'est-à-dire que cela rentre dans le cadre d'un mécanisme de régulation efficace. L'autorégulation permet aux journalistes de discuter entre eux. Il y a même un tribunal des pairs qui est prévu. C'est-à-dire que les journalistes entre eux vont pouvoir se juger et rendre des verdicts. Vous savez, pour un professionnel, il est très difficile, il est même humiliant qu'il soit sanctionné par ses pairs. Par ses pairs, oui. Je dis bien un journaliste professionnel. Maintenant, cela va permettre à quoi? En fait, la HAC ne sera pas en retrait, mais va laisser ce travail-là se faire entre les professionnels de l'information. C'est extrêmement important. Dans certains pays aujourd'hui, au niveau des rédactions, par exemple, nous sommes à Kavi, groupe Kavi Média. À l'interne, il y a des chartes éthiques. Oui, vous ne pouvez pas travailler dans certains médias, par exemple, si vous ne comprenez pas leur charte éthique. Ou bien même au-delà d'un simple groupe de médias, il y a la profession en général. En Guinée, nous ne sommes pas aussi en retard. Oui. Depuis 2022, il y a un code d'éthique, un code de bonne conduite du journaliste guinéen. Et aujourd'hui, nous avons fait sciemment de prendre un article de ce code-là au niveau des devoirs du journaliste. Il est écrit quelque part de s'abstenir, de tenir des propos haineux, ou bien des propos susceptibles de troubler l'ordre public, ou même de pousser les citoyens à la désobéissance civile. Inciter à la violence. Inciter à la violence. C'est dans notre code de bonne conduite. Et lorsque la HAC a aidé à l'élaboration de ce code en 2022, nous avons fait une large vulgarisation, tant à Conakry que dans les capitales régionales. Bien. Vous pouvez aller aujourd'hui dans une rédaction à Zérékoré, par exemple. Au niveau de leur grand studio, vous verrez un poster de ce code-là. C'est pour dire qu'en matière de mécanisme de régulation efficace, nous faisons beaucoup. Bien, la HAC qui fait assez d'efforts. La HAC, c'est la haute autorité de la communication. Nous parlons essentiellement des médias ce matin avec cette spéciale. Je me tourne à présent vers les participants à cette session d'échange pendant lesquelles, ces sessions d'échange pendant lesquelles des recommandations ont été formulées et même quelques amendements, on peut l'appeler, si on peut les appeler comme ça, recommandations je préfère. Ici en plateau avec moi, Mamadama Sila. Bonjour, rebonjour Mamadama. Bonjour. Vous avez participé à ces sessions de formation. En tant que participante, j'y arrive, quelles sont les principales recommandations que vous avez retenues pendant ces sessions d'échange? D'accord. Justement, dans le cadre de cette formation, nous avons parlé de la vulgarisation des lois comme le commissaire vient de le rappeler, mais comme on a pour coutume de le dire, c'est pas parce qu'on frappe son enfant avec une main qu'on ne peut pas le caresser avec l'autre. Oui. Donc, au terme des recommandations, nous avons
attirer l'attention de la HAC dans le cadre de la vulgarisation de ces lois organiques, notamment la R002 et la R0010, à l'intention des journalistes, mais aussi dans le cadre de l'élaboration d'un guide sur la couverture c'est la couverture médiatique sensible au conflit, surtout en période électorale. Et également, en troisième position, nous leur avons recommandé de mettre en place un prix de paix, de cohésion à l'intention des journalistes, ça pour permettre de créer cette concurrence ou bien de l'émulation au sein de la corporation. Par exemple, chaque année, si un média parmi tant d'autres est primé pour sa contribution dans la lutte contre les discours haineux ou en faveur de la cohésion, de la paix, ça peut encourager l'année prochaine un autre média. Mais également, nous avons fait des recommandations à l'endroit des participants. Quand je parle de participants, je parle des associations de presse qui regroupent les journalistes qui ont bénéficié de cette formation. Notamment, c'est la mise en place des réseaux de journalistes formés sur ces questions-là. Peut-être pour pouvoir freiner ces discours haineux. Pour pouvoir freiner, pour pouvoir prévenir, parce que eux, ils ont une certaine expérience sur ces mots, parce que souvent, ça part de mots que nous jugeons pas trop important, soit sur les réseaux, dans les émissions que les invités peuvent lâcher comme ça, ou bien nous, entre nous, ça peut nous arriver, mais quand ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, quand on met en place ce réseau-là, ça va nous permettre de lutter contre ceci. Mais également, à l'endroit des partenaires, nous les avons recommandé de pérenniser ce genre de formation, que ça ne soit pas seulement en cette période spécifique que ce genre de formation s'étende. Par exemple, dans ce cadre, on a les journalistes de l'intérieur qui vont bénéficier. Après la zone de Conakry, je crois qu'il y a la zone de Kindia, où la Moyenne Guinée et la Basse Guinée, les journalistes de la Moyenne et la Basse Guinée vont participer, mais aussi la région de Kankan, où ceux de la forêt et de la Haute-Guinée vont également participer. Donc, oui, allez-y. Donc également, nous avons recommandé aux partenaires toujours d'étendre ce genre de formation à d'autres couches qui jouent quand même un rôle essentiel dans le cadre de la diffusion, je dirais, de ces discours en période électorale surtout. Ce sont les communicants des partis politiques, par exemple, les influenceurs, des influenceurs, des blogueurs qui quand même sont écoutés, on va dire, par la population, qui sont très suivis par la population, même si les commissaires, comme ils le disent, les réseaux sociaux ne sont pas en tant que tels dans la régulation en ce moment, mais comme ils le disent, on tend vers, on tend vers, avec la nouvelle constitution et les lois donc c'est le bon organiques. moment. C'est le bon moment, nous attirons l'attention aussi des partenaires de s'intéresser à ces personnes. Parce que c'est vrai, les journalistes participent et d'ailleurs, à l'issue de cette formation, nous sommes engagés à respecter un certain nombre de règles que nous avons fixées, une motion d'éthique, à ne pas servir par exemple de relais des discours de haine dans nos émissions, sur nos plateaux et puis tout. Mais quand même, ça serait important que ça soit étendu à ces couches-là notamment. À ces couches notamment. Aboubakar Condé, vous avez également participé à ces sessions d'échange. Qu'avez-vous personnellement retenu comme bonne pratique qui doit quand même rentrer dans votre quotidien de toujours? Écoutez, je pense qu'il y a des choses qu'on faisait peut-être sans le savoir qu'on faisait du mal aux autres. Généralement, dans nos commentaires, on dit non, quand c'est une femme qui veut faire de la politique, on dit mais attends, on n'est pas encore, notre société n'est pas encore prête à élire une femme comme présidente. On le dit peut-être dans nos émissions, mais sans savoir qu'on était en train de discriminer, on était en train de porter préjudice sur l'intérêt des femmes. Je pense que ces deux sessions nous ont beaucoup outillés. D'abord, ça a permis, le commissaire Amadou Touré vient de rappeler la méconnaissance du cadre juridique qui régit un peu le fonctionnement des médias, notamment la loi
L002, la loi L0010 sur la hack. Donc, ça nous a permis de nous rapprocher un peu de ces dispositions organiques, mais de savoir exactement et que nous faisons parfois des dérives. On a pensé que tout ce qu'on faisait, c'était du bon, du bien, mais on s'est rendu compte qu'il y a parfois des actes que nous posons qui peuvent avoir des préjudices sur des personnes, sur des groupes de personnes, mais également sur la société. Des actes parfois qui peuvent même nous porter nous-mêmes préjudice. Parce qu'avant, au-delà d'être journaliste, on est aussi citoyen. Si parfois nous relayons des discours ou nous partageons des discours haineux, des discours discriminatoires, des appels à la violence, surtout quand c'est des acteurs politiques, parce que nous couvrons les assemblées générales des partis politiques, parfois il y a des propos qui se tiennent, parfois on est enclin à les relayer sans pour autant mesurer la portée de ces discours. Donc ces sessions nous ont permis d'abord de faire un arrêt, d'évaluer ce que nous faisons comme travail, de savoir que dans ce que nous faisons, parfois nous faisons des dérapages, nous faisons des gaps, et de prendre l'engagement de changer la pratique. D'abord de connaître quelle est la loi qui nous régit, quelle est la teneur de la L002, quelle est la teneur de la L0010, et également, il y a d'autres lois. Cette session nous a permis de savoir que parfois on confond nos statuts quand on est sur les réseaux sociaux. On a compris, quand on est sur les réseaux sociaux, il y a la L0037 qui est là. Garde-fou, la loi sur la cybersécurité. Donc, qui risque de nous épingler. Quand on sort sur nos plateaux, on va sur les réseaux sociaux et qu'on essaye de passer des messages haineux, qu'on essaie d'attaquer des tierces personnes, on a compris qu'on n'est plus la journaliste. Ce n'est plus un journaliste qui parle, c'est un citoyen qui parle. Donc on peut se retrouver en prison. Et généralement, ça nous est arrivé beaucoup de fois, quand on rattrape un journaliste, on l'envoie à la maison centrale ou on l'envoie à la DPJ, on dit non, pourtant on a dépaysé les livres de presse. Mais on oublie que lorsqu'on se retrouve sur les réseaux sociaux, on perd cette qualité-là, on perd ce manteau-là, cette protection-là de la L002. Donc ça, cette session a permis de faire la part des choses, de connaître nos responsabilités, de connaître nos limites et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger les couches vulnérables. Peut-être même en le disant, c'est stigmatisant. Quand on dit que les femmes sont des couches vulnérables, c'est stigmatisant. Mais il faut savoir qu'il faut spécifiquement protéger certaines couches, il faut spécifiquement protéger certaines entités. Donc, cette session nous a permis d'ouvrir les yeux sur les réalités de la pratique du journalisme et de peut-être savoir qu'ici, on est beaucoup plus libre. À la limite, c'est de libertinage parfois. Voilà, on est un journaliste, on se bombe les torches. Donc, des sessions d'échange qui commencent à porter fruit. Selon vos explications. Mais évidemment, en tout cas, c'est comme un antidote qu'on nous a donné contre maintenant les violences haineuses, contre les actes qui puissent amener à instaurer un climat de terreur, un climat de vengeance entre les communautés, entre les sociétés et pourquoi pas entre les acteurs même. Voilà, parce que parfois, on a vu ici des acteurs politiques s'attaquer par médias interposés. Et on aime bien ça. Et puis on aime bien ça. Alors qu'on oublie qu'on est en train d'attiser le feu. Donc ces sessions-là nous ont permis de savoir, attention, il y a ce que vous devez diffuser, il y a ce que vous ne devez pas diffuser. Et si vous diffusez l'interdit, voilà ce que vous encourez. Et donc aujourd'hui, c'est pourquoi quand Madame Ba a rappelé qu'on s'est donné des interdits. On s'est donné des limites qu'on doit maintenant éviter désormais, relayer les messages haineux, être la transmission des messages qui attisent le feu, qui provoquent la violence, mais également prendre l'engagement ferme d'être un journaliste et un bon. Bien. Est-ce qu'aujourd'hui, Elhadji Bouya Fofana, ça c'est une question, on va faire le tour de table peut-être avant de clôturer cette émission. Est-ce que vous pensez, Elhadji Bouya Fofana, aujourd'hui que ces sessions d'échange peuvent changer la manière dont les journalistes guinéens abordent certains sujets très sensibles ou sensibles? Je le pense, je le pense. J'ai à côté de moi Condé.
Il a participé à cette session. Ce n'est certainement pas la première session de ce genre. Nous avons Madame Ba, Madame Assila, qui a participé également à cette session. Vous les avez écoutés et nous avons demandé que la restitution soit faite à chaque niveau, en dépit du déploiement que nous allons faire à Kindia et à Kankan. Je suis convaincu que cela peut changer quelque chose dans la manière de se comporter, dans la manière de traiter l'information publique, dans la manière de percevoir les réactions des uns contre les autres. Et je me dis que si nous maintenons cet élan, nous sommes convaincus que nous amènerons la paix, nous amènerons la stabilité, nous amènerons l'apaisement, quelles que soient les situations dans notre pays. Je pense que c'est pour cela que ces sessions sont organisées. Et les journalistes doivent savoir qu'ils ont leur place, une place importante dans la société guinéenne. Ils ont un rôle à jouer, un rôle important dans la société guinéenne, qui n'est pas seulement de la communication ou de rapporter les faits, mais ils doivent sensibiliser, ils doivent éduquer, ils doivent amener les gens à se comprendre, à se pardonner, à se tolérer et amener tout le monde à agir ensemble pour le développement de notre pays. La même question pour vous, hein, M. Touré. Est-ce que ces sessions d'échange permettront aux journalistes de changer la manière dont ils abordaient certains sujets très sensibles? Moi, je réponds aussi par l'affirmatif. Les deux invités qui ont été des participants, des journalistes, sont vraiment un exemple, sont une preuve vraiment que ce dialogue entre instances de régulation, journalistes, associations de presse, vraiment peut aboutir à quelque chose d'important pour la cohésion sociale. Et une autre preuve encore, dans les engagements ou bien dans les recommandations, Madame Ba vient de vous dire que les journalistes ont vu la nécessité de la mise en place d'un réseau. D'un réseau, oui. D'un réseau de journalistes formés à lutter contre les discours de haine. Ça, c'est très important. Parce qu'avec cette initiative, par exemple, que nous nous encourageons, ces journalistes-là peuvent, face à des situations de discours haineux, de propagation de discours haineux, ils peuvent se réunir et faire ce qu'on appelle des contre-discours. Des contre-discours pour favoriser un climat de tolérance et d'acceptation. Oui. C'est extrêmement important. Ils peuvent le faire. Je pense que on avait vraiment, au début, on se disait, mais qu'est-ce que ça va donner? Mais en fin de compte, vraiment, c'est un succès. C'est un succès. Nous espérons qu'à Kindia, pour les journalistes qui viennent de la Moyenne Guinée. Voilà, ils seront également outillés comme ceux-là. Et qu'au retour, chacun va essayer d'impacter sa rédaction. L'important, c'est ça. L'important, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez suivi une formation, mais au retour, vous devez avoir cette capacité de restituer, d'impacter votre rédaction. Je pense que ils pourront le faire parce que les journalistes que nous avons vus sont tous des rédacteurs en chef, directeurs de chaîne, comme vous, directeurs de l'information. Oui. Je pense qu'ils ont la capacité intellectuelle vraiment de transmettre cette connaissance-là. Oui, cette connaissance. Avant peut-être de clore, une question pour les deux participants. Est-ce que vous avez aujourd'hui un message à adresser à nos confrères journalistes? Je parle de nous, parce que moi, je suis journaliste sur ce plateau. À nos confrères journalistes face aux défis liés non seulement à la désinformation, à la mésinformation, mais également au discours de haine. Je commence par vous, Madame Ba. Évidemment.
Évidemment, après cette formation, nous allons partir sur l'exemple, une projection que nous avons suivie au cours de cette formation, l'exemple du génocide au Rwanda, avec la journaliste, une dame, qui aujourd'hui est face à un regret, mais c'est après tout ce qui a été commis. Mais aujourd'hui, nous pouvons éviter d'être à sa place. Parce que nous, si hier on était aveugles face à certains termes qui a trait à des discours haineux ou bien d'incitation à la violence, par exemple, elle dans son cas, quand elle dit qu'elle n'a pas tué avec des armes, mais elle a montré, elle a dit ils sont là. Ils sont là. Elle a donné des indices. Voilà, elle a donné des indications, des indices. Ça peut paraître banal, mais quand même ça a conduit à des tueries. Ça a conduit à elle-même, elle a perdu toute sa famille, une famille de 12 qui restait maintenant, je crois, deux personnes. Deux personnes. Voilà, donc elle-même, elle a subi les conséquences. Donc nous, hier, si on était aveugle face à ces propos-là, à certains termes, aujourd'hui, le voile est levé à travers cette formation. Et je crois, nous étions quand même une cinquantaine de journalistes, des journalistes qui ne venaient pas du même média. Donc même si tous ne font pas la restitution, mais nous pouvons être sûrs que 98% à travers Conakry, à travers les médias de Conakry, pourquoi pas de l'intérieur du pays, pour ceux qui vont bénéficier à partir de la semaine prochaine, vont relayer. Et ça va nous permettre de sortir de cette ignorance-là avant, ou de prévenir même ces discours de haine, surtout dans la période où nous nous apprêtons à aller, dans la période électorale. Vers la période électorale, oui, également. Moi, je voudrais dire aux confrères qu'on est avant tout citoyen. Journaliste, ce n'est pas un super-homme, ce n'est pas un superman, ce n'est pas un demi-dieu. Il faut qu'on se mette en tête qu'on est guinéen et qu'il y a la paix à préserver, il y a la quiétude à sauver. Ce n'est pas un tribunal pour régler des comptes. On n'est pas des procureurs, ni des inquisiteurs. On n'est pas des policiers, on n'est que journalistes. Informés, sensibilisés, éduqués. Maintenant, si on prend cette arme puissante que nous avons, le micro, pour régler des comptes, pour diffamer des personnes, c'est qu'on cesse d'être journaliste. Donc je pense qu'à l'issue de ces sessions, comme l'a dit Madame Ba, si on démultiplie ces connaissances, ces savoirs-là, on aura sauvé le navire Guinée. Parce qu'on ne voudrait pas être refusé ailleurs. Et pour éviter cela, le journaliste a un rôle important à jouer. C'est les médias de masse. Donc les messages qui passent, parce que généralement, ma grande me dit souvent, j'ai entendu à la radio. Et quand j'ai entendu à la radio, c'est la parole d'évangile. Rien ne change cette appréhension. Voilà, c'est le Coran. C'est pourquoi nous, on a cette responsabilité maintenant de proférer la bonne parole, de passer des bons messages, parce qu'on a la Guinée à préserver. Le journaliste n'a pas un parti politique. Le journaliste n'a pas une religion. Le journaliste n'a pas une considération sur une ethnie. C'est un journaliste qui est là, qui passe le message, qui n'a pas à s'attaquer à une ethnie, à une religion, encore moins à des tierces personnes. Donc je pense que si ces sessions sont démultipliées, comme cela va être le cas à l'intérieur du pays, on aura sauvé la Guinée, parce qu'on est aussi un moyen important pour préserver la paix, la quiétude et amorcer un développement harmonieux et équitable de la Guinée. Donc ce journaliste doit le savoir, qu'il n'est pas, encore je le répète, on n'est pas des procureurs, on n'est pas des policiers, on est des journalistes, on a des hommes, et il y a la responsabilité sociétale du journaliste qui est là, et surtout on s'assume vers une période très sensible, une période électorale. Donc on n'a pas à prendre fait et cause, on informe et on essaie de sensibiliser à la limite du possible. Le rôle du journaliste ou du journalisme n'est pas de paraphraser l'évidente réalité, mais de nous expliquer ce qu'elle peut dissimuler, disait quelqu'un. Elhadji Bouya Fofana, Elhadji Fodé Bouya Fofana, avant de vous laisser, est-ce que vous avez un message particulier aux professionnels de l'information, pour les professionnels de l'information? Aux professionnels de l'information, de savoir que on est issu d'une famille, on est issu d'un groupe social,
On est issu d'une communauté, on est issu d'un peuple, d'une nation. Et regroupé, c'est la Guinée. Ne souhaitons pas que la Guinée brûle. Et que ça passe surtout par la presse, par les médias. Mais ces médias-là, M. Condé l'a dit, ces journalistes-là ne sont pas des extraterrestres, ils ne tombent pas du ciel. Où ils vont partir? Ils ne partiront nulle part. On a projeté l'exemple d'une dame qui a participé directement ou indirectement au génocide. Oui. Aujourd'hui, cette dame fait son mea culpa avec le regret dont on ne peut pas qualifier la répercussion morale. Il faut se mettre à la place de cette dame. Nous avons fait exprès et je pense que lorsqu'on est dans ces positions privilégiées de commentateurs, de reporters, d'animateurs, de présentateurs, on est face au monde, on est face au public, on est face à son peuple. Ce qui doit être annoncé doit faire le bien à tout le monde, doit prévenir tout le monde, doit orienter tout le monde positivement. Je pense que les médias, les hommes de médias doivent prendre conscience de cela. Et ils peuvent permettre le développement. Ils doivent critiquer, ils doivent dénoncer objectivement. Ils peuvent, à travers leurs critiques et leurs dénonciations, alerter les services publics du pays, le pouvoir public du pays, qui sera obligé, qui sera amené à corriger. Donc, je pense que, surtout que nous nous acheminons vers des échéances électorales, il faut être responsable, il faut être professionnel. C'est vrai qu'il faut être libre, il faut être profondément responsable. Parce que quelqu'un l'a dit, la responsabilité ou la liberté de la presse sans responsabilité du journaliste n'est que ruine de la presse. C'est très important. Très important. Hein? Responsabilité, professionnalisme pour éviter la ruine de la presse. Quel message pour vous, M. Touré? Quel message aux professionnels de médias? Oui, il y a quand même, avant de commencer, il y a quand même lieu de remercier le système des Nations Unies qui nous a permis quand même d'organiser cette série d'échanges que nous allons avoir avec les journalistes. C'est extrêmement important. Il y a eu un appui tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Dans ce cadre-là, il faut qu'on... J'inviterai les journalistes, par exemple, à suivre vraiment de façon très ponctuelle ces séries d'échanges que nous allons avoir et de respecter les engagements qu'ils auront eux-mêmes pris. Ça, c'est important. C'est facile de prendre un engagement, mais la suite aussi doit être très importante. Il faut un peu plus de rigueur et de responsabilité, vraiment, pour qu'on puisse changer ensemble notre façon de travailler, mais par ricochet, changer notre pays par nos plumes, comme ils l'ont dit, par nos micros et ainsi de suite. Pourquoi pas, par nos mots. C'est ça. Vous l'avez déjà compris. Donc, merci à la haute autorité de la communication, aux associations de presse, notamment l'URTELGI, Agipel, elles sont nombreuses, ces associations, et leurs partenaires, je vais citer le PNUD, l'UNICEF, l'ONU Droits de l'Homme et le Fonds pour la consolidation de la paix. Ce sont des acteurs qui ont quand même œuvré pour ces sessions, pour qu'il y ait eu ces sessions d'échange dans tout le pays, à Conakry, à Kindia et à Kankan, à l'intention ou à l'attention des journalistes. Merci. Merci à vous, Elhadj Fodé et Bouya Fofana, c'était un plaisir. Merci, c'est un devoir de venir à Kavi. Merci. Merci, Aboubacar Kone. Également, merci et c'est un devoir. Merci à vous, Madame Ba, Madame Assila.
Merci, c'était un plaisir. Merci à vous, Monsieur Touré. Merci à toute la direction générale de CAVI, merci au personnel et merci à vous également pour votre implication personnelle dans la réussite vraiment de ce cadre-là. Merci beaucoup. Merci, c'est un devoir. Merci aux équipes techniques, à vous, auditeurs et téléspectateurs. On se reprend donc demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie, pourquoi pas avec d'autres acteurs de la vie nationale. D'ici là, prenez soin de vous rester en compagnie des programmes du groupe CAVI Média, seul et unique média de développement en République de Guinée. À très vite.